Madame, Monsieur, bienvenue sur Africami. Africami, le magazine du monde noir et d'une Afrique debout, fière et unie, c'est sur Gabon Télévision. Pour ce numéro très spécial, nous recevons le président de la Cour constitutionnelle du Gabon, Madame Marie-Madeleine Boran-Thuo, qui a ouvert grande ses portes. Elle a ouvert grand son cœur pour nous raconter ses rêves d'enfance, pour nous parler de ses réalisations et pour nous parler de la femme que nous ignorons. Moi, à l'époque, j'étais président de la B2AC. Elle a réussi à nous convaincre qu'il fallait financer une école privée pour encourager l'excellence en Afrique centrale, faire en sorte une sorte d'établissement qui accueille des enfants de toute la sous-région pour leur permettre d'évoluer dans un cadre agréable. Dieu sait si ce cadre est agréable pour former des enfants de qualité et former les cadres de demain. Donc vraiment, je suis fier de ce qui a été fait. Je pense que Madame le Président a besoin vraiment de félicitations et d'être encouragée. J'ai retrouvé avec joie la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Boran-Thuo, qui a été mon étudiante à Aix-en-Provence, puisqu'elle a effectué une brillante thèse de droit sous ma direction. Un professeur doit être humble parce qu'il forme les étudiants pour qu'ils le dépassent. Quand je vois le monument qu'est devenu au Gabon Madame Boran-Thuo, je ne peux avoir que de l'admiration et de l'humilité face à elle, parce qu'elle mène avec une autorité extrême le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle a joué un rôle essentiel dans la transition qu'a connue le pays après la mort brutale de son président, et elle assure le fonctionnement quotidien des institutions sous l'autorité du chef de l'État, mais en pleine indépendance avec ses collègues de la Cour constitutionnelle. Et c'est un plus pour le Gabon d'avoir une personnalité de cette envergure. Sa détermination, c'est sa détermination, mais détermination qui sert, d'après ce que j'ai vu, principalement à une cause. Et ça, c'est la cause, vraiment la cause, c'est quoi? C'est travailler et tout faire dans la vie pour amener le bien-être, d'abord à son pays, le Gabon, et l'Afrique en général. Ça, c'est une femme qui est complètement dédiée à cela, et elle le fait avec intelligence, elle le fait avec beaucoup de détermination, et c'est une femme très forte et très brillante, donc qui chaque fois que la pente devient un peu steep, trouve toujours un angle qui nous permet d'avancer et de monter de plus en plus vers le sommet de la colline. Femme de pouvoir et de cœur, Marie-Madeleine Boran-Thuo est une énigme pour ses concitoyens qui s'interrogent sur son ascension sociale. De la petite fille studieuse à la grande dame de pouvoir que l'on connaît aujourd'hui, le destin de cette native de Franceville dans la province du Haut-Ogooué est tout simplement fabuleux. Le prestigieux fauteuil de président de la Cour constitutionnelle qu'elle occupe depuis 1991 fait d'elle une des femmes les plus puissantes du pays. Ceci expliquant cela, Marie-Madeleine Boran-Thuo est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en finances publiques et fiscalité, obtenu en 1981 à l'Université de Paris 1 Sorbonne, et du doctorat d'État en droit constitutionnel décroché à l'Université d'Aix-en-Provence. Dès son retour au Gabon, elle intègre la Chambre des comptes, cumulant ainsi avec ses fonctions de conseiller du ministre de la Planification. Elle sera nommée en 1983 présidente de la dite Chambre des comptes de la Cour suprême et donne parallèlement des cours à l'Institut d'économie et des finances et à l'Université Omar Bongo. À la faveur de la conférence nationale, où elle se distinguera par ses prises de position et son invective, le président Omar Bongo Ndimba la nomme membre de la Cour constitutionnelle en 1991. Ses pairs l'éliront par la suite à la tête de cette institution nouvellement créée. Elle va s'atteler tout au long des années à donner une vraie assise à cette haute institution et bientôt son siège. Un véritable patrimoine de l'État qui émerge de terre sur le bord de mer. Ma terre est le Gabon, terre d'espoir, terre d'hospitalité, terre de fraternité. Ne laisse jamais personne
monter. Gabon, pays de mes espoirs, de toi Dieu prend soin. Hey, Gabon, pays de mes espoirs, je t'offre mon espoir. Africani, un rendez-vous avec Denise Bukandou. Bonjour, Madame Bukandou. Vous m'avez donné l'occasion d'entériner sur votre fonction de président de la Cour constitutionnelle. Je ne saurais faire cette interview sans un regard, si bref soit-il, sur cette fonction qui fait de vous une des femmes les plus puissantes de ce pays, sinon la plus puissante, parce que vous pouvez faire ou défaire des carrières politiques, madame. Non, je ne suis pas la femme la plus puissante de ce pays. Je ne fais et je ne défais aucune carrière politique. Effectivement, on ne me connaît qu'à travers les élections. Les élections, c'est Madame le Président de la Cour constitutionnelle qui fait et défait, selon certains, les carrières politiques. Je disais tantôt qu'il n'en est rien, parce que le juge constitutionnel n'a pas en charge l'établissement donc de la liste électorale. Le juge constitutionnel n'a pas en charge l'organisation des élections au Gabon. Le juge constitutionnel intervient en aval, après que d'ailleurs tous les résultats aient été déjà rendus publics par les instances compétentes que sont, s'agissant de la liste électorale, le ministère de l'Intérieur, s'agissant de l'organisation des opérations de vote ou des opérations électorales, la Commission électorale nationale autonome et permanente assistée des commissions provinciales, des commissions départementales, des commissions communales. S'agissant de l'annonce même du recensement de l'ensemble des résultats, c'est la Commission électorale nationale autonome et permanente qui reçoit l'ensemble des procès-verbaux des opérations de vote, recense tous les suffrages, établit un rapport général qu'il fait lire par le ministre en charge de l'Intérieur. Comme vous le constatez, au moment où le juge constitutionnel que je suis est saisi, le monde entier a déjà les résultats, connaît déjà les résultats obtenus par tel ou tel candidat, s'agissant de l'élection uninominale, ou par tel ou tel groupe de candidats, s'agissant des élections de liste. Donc, en définitive, ne gérant pas les partis politiques, ne gérant pas directement les opérations de vote, je ne peux donc être en mesure de faire ou de défaire les carrières politiques. Parlons, madame, de cette institution. Vous avez été à la création, sinon une des personnes ou même initiatrice de cette Cour constitutionnelle. Racontez-nous l'histoire de sa naissance. Oui, effectivement, j'y ai participé aux côtés de bien d'autres compatriotes, juristes et non-juristes, à la création, si je peux m'exprimer ainsi, de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise. Nous sommes en 1990. À l'occasion de la conférence nationale, une commission des institutions va être mise en place par le bureau de la conférence nationale, qui était présidé par Monseigneur Basile V. Engal. Dans cette commission des institutions, auxquelles participaient des hautes personnalités en termes de compétences dans notamment les matières juridiques, telles le défunt
doyen et bâtonnier à Gonjo Kawe, Serge Mbabekale, le défunt Renjambe Joseph, le doyen Ngema Isaac, pour ne citer que ceux-là. Le président du PSD, Pierre Claver Maganga Moussavo, faisait également partie des membres de cette commission des institutions, présidée par Oyonaba. Moi, je disais, je faisais partie de cette commission, et c'est à ce titre que j'ai participé à la rédaction d'abord de la Constitution dite transitoire. En fait, c'est celle-là qui a été appliquée tout de suite après la révision de la Constitution ayant abouti à la réinstauration du multipartisme dans notre pays. Et ensuite, j'ai participé à la rédaction de la Constitution dite définitive. Mais en fait, il n'y a pas de Constitution définitive, puisque celle-ci fait toujours l'objet de révision. Nommé membre de la Cour constitutionnelle avec 8 autres compatriotes, parmi lesquels des sommités de droit, c'est-à-dire les hauts magistrats de la République, Jean-Pierre Ndong, Victor Afen, Marc-Aurélien Tonjonkoué, Luzangué, pour ne citer que cela. Je veux me retrouver ici comme membre de la Cour, alors que j'étais à l'époque président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, devenue entre-temps Cour des comptes. Mais ayant participé à la rédaction de la Constitution, ayant fait mes études aussi supérieures en France, connaissant plus ou moins ce qu'on attendait de la Cour constitutionnelle, je me suis présentée à l'élection du président de la Cour constitutionnelle. J'ai été donc portée à la tête de cette cour par mes collègues par voie d'élection. Et c'est ainsi que, depuis lors, je préside au-dessus de cette institution. Mais je voudrais quand même préciser qu'après ce mandat que nous avons obtenu sur la base des dispositions particulières de l'époque, j'ai été par la suite nommé président de la Cour parce que la Constitution a subi plusieurs modifications, même s'agissant des modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a une limitation de mandat ou c'est juste cette nomination qui va prévaloir jusqu'à ce que vous disiez peut-être que vous n'en voulez plus? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de limitation de mandat. Il y a quand même des modalités qui sont prévues, invitant ou exigeant des autorités de nomination la prise en compte quand même d'un renouvellement progressif de l'équipe. Il fallait assurer la continuité du service de la Cour constitutionnelle, parce que c'est quand même une institution particulière. Il fallait éviter que tous les 9 membres de la Cour soient renouvelés du coup. Et ici, si en France, le renouvellement est au tiers, ici, le constituant a prévu que les 3 autorités de nomination sont tenues de renouveler au moins un des 3 membres qu'elles sont appelées à nommer. Au minimum, un des 3 membres. Ce qui leur permettrait d'assurer une certaine continuité au niveau de la jurisprudence de l'institution. Africami s'intéresse plus à la femme entrepreneur, à la femme bâtisseur, à la mère que nous ignorons tous. Cet esprit de battante, madame, d'où ça vous vient? Est-ce que c'est par rapport à votre éducation de base? Expliquez-nous un peu pour cette force qui se dégage en vous. Mais je pense que chacun ou chaque personne naît avec des aptitudes.
Et outre ce dont chacun d'entre nous est pourvu à la naissance, s'ajoute aussi ce que nous obtenons ou ce qui s'ajoute par le truchement de l'éducation que chacun d'entre nous reçoit. J'ai eu des parents très actifs, je dirais même polyvalents, hein, que ce soit mon père, que ce soit ma maman. Ils intervenaient un peu dans tout, l'agriculture. Bon, pour mon père, il était non seulement cultivateur, mais il était également charpentier, menuisier, et il encadrait également les jeunes au niveau de la formation religieuse. Ma mère aussi, cultivatrice qu'elle était, mais elle s'occupait également de l'encadrement des jeunes filles, tous les deux à la mission catholique de Franceville. J'ai reçu donc cette éducation où il fallait se lever très tôt le matin, ou plus tard à 6 heures du matin. Il fallait être debout, aller puiser de l'eau à la rivière, puisqu'on n'avait pas de l'eau à la maison. Aller tous les week-ends, donc le samedi, aller à la plantation, accompagner maman ou en ce qui me concerne, moi, accompagner mon père dans ses tâches disons, en tant que cultivateur, aussi bien dans la forêt, cultivateur qu'il était, qu'à l'atelier de menuiserie, j'y étais moi aussi. Donc je l'ai vu également construire, bâtir, et j'étais là comme son petit aide, où je devais passer tel autre outil à mon père au niveau de l'atelier. Quand on partait également en forêt, c'était pareil, j'étais là pour voir quand il abattait les arbres. J'étais là pour surveiller où l'arbre devait tomber, puisqu'il m'avait appris tout ça. Donc, c'est cette éducation que j'ai reçue. Fidèle à son éducation respectueuse et protectrice de l'environnement, Marie-Madeleine Borantouo est restée très proche à la terre nourricière. J'ai pratiquement tout ici. Alors, j'ai mes feuilles naturelles. C'est avec ça que les femmes Pour le font le manioc. Voyez. J'ai des grandes, les moyennes, etc. Si je veux faire un paquet de poissons au concombre... À l'étouffer, comme on dit. Absolument. Mais j'ai les feuilles naturelles ici. Waouh. J'utilise pas les feuilles, j'utilise pas le papier aluminium. Elle partage cette passion et ce savoir-faire avec son entourage immédiat, mais surtout aux générations futures à Bertéjon. Elle a fait don de cette forêt primaire. Avec la même énergie, elle dirige la plantation de café dans le Haut-Ogooué. Et il y a aussi la morale. Le respect d'abord de l'autre, le respect de soi. Aucune place n'est laissée au hasard ou à la paresse. Et c'est cette formation-là que je peux dire qui m'a permise de poursuivre mes études au niveau universitaire, d'abord à l'université Omar Bongo, jusqu'à la maîtrise que j'obtiendrai en 1979 avec mention. Et tout de suite, le ministère de la Justice avait besoin des jeunes cadres pour intégrer la jeune chambre des comptes de la Cour suprême qui n'avait jamais fonctionné depuis les indépendances. C'est ainsi que je vais me retrouver avec 4 autres compatriotes magistrats stagiaires à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Nous allons être intégrés à la Cour des comptes française pour un stage de longue durée, tout en suivant des séminaires de formation spécifique à l'Institut d'administration publique de Paris. Je vais également entreprendre des études supérieures, post-maîtrise, à l'université Paris 2 Panthéon-Sorbonne. Vous avez su tout de suite, enfant, que vous alliez faire du droit ? Non, pas du tout. Hein. Quand j'étais au lycée, je voulais devenir soit pharmacienne, soit médecin. Pourquoi ? En fait,
j'aime bien m'occuper des gens. Voilà, tout simplement. J'aime bien m'occuper des gens, m'occuper des autres. Et c'est ce que je voulais faire. Mais vous savez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. En fait, j'avais fait un mauvais choix. Je n'avais pas été suffisamment informée de ce qu'il fallait nécessairement être dans la série scientifique pour poursuivre les études scientifiques. J'avais pensé qu'à la fin de mon bac, je pouvais m'orienter vers les études de médecine. Donc, je vais préparer un bac A. Et bien, naturellement, la direction générale des bourses et stages va m'orienter vers le droit. Arrivé comme ça, un peu sans trop de conviction en droit, je vais encore revoir finalement mes ambitions. Et je me dis, pourquoi pas être notaire? Alors, je voulais devenir notaire. Mais c'était sans compter avec le choix de l'un de mes parents, mon oncle paternel, qui, lui, il était magistrat de carrière. Alors, celui qui va finalement décider pour moi, pour dire non, non, ma fille, tu vas devenir magistrat, jeune magistrat, dans cette jeune institution qui venait d'être créée, donc la Chambre des comptes, la Cour suprême, sur recommandation du Fonds monétaire international. Quand vous partez étudier, vous saviez déjà où vous irez travailler en rentrant? Oui, dès que j'obtiens ma maîtrise en juillet 1979, je vais être intégrée. Quelques semaines plus tard, à l'occasion de la tenue du Conseil supérieur à la magistrature d'août 1979, magistrat stagiaire à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Et c'est puisque mon oncle était à l'époque président de la Chambre administrative de la Cour suprême, donc siégeant au Conseil supérieur à la magistrature, eh bien, il ne m'avait pas tellement laissé le choix. Mais malgré cela, je tenais absolument à poursuivre mes études et à obtenir mon doctorat. C'est pourquoi, arrivé en France, à la fois, je participais au séminaire et autres stages en tant que magistrat stagiaire à la Chambre des comptes et aussi à recevoir les enseignements au Paris 2 pour obtenir d'abord un diplôme d'études approfondies en finances publiques, fiscalité et droit constitutionnel, Panthéon-Sorbonne, et qui m'amènera quelques années plus tard à soutenir ma thèse d'État en droit constitutionnel. Je me suis laissé dire que vous étiez une femme pieuse et que vous n'hésitiez pas à aller dans la plus petite chapelle prier. Vous n'avez pas besoin d'une cathédrale. Non, pas du tout. Cathédrale, chapelle, église, ça, le nom importe peu. Je prie, je n'ai pas besoin d'aller dans une chapelle pour prier. Je prie chez moi également quand je n'ai pas le temps de me rendre dans une église ou dans une chapelle. Et quand je suis en mission, partout où je passe, même si c'est l'anglais ou l'espagnol ou l'arabe, je vais d'abord demander où se situe le lieu de prière ou le lieu de culte. Moi, je suis catholique pratiquante parce que ça fait partie de ma vie. Je vais revenir à vos deux grands chantiers, dont l'un est déjà achevé, c'est le Berthe et Jean, et l'autre, la Cour constitutionnelle. Racontez-nous ces deux histoires. Berthe et Jean, tout d'abord. Enfants du monde, allons à Berthe et Jean, pour acquérir sagesse, connaissance, Berthe et Jean fera de nous les livres d'aujourd'hui et de demain. Oui. Ça, c'est personnel. J'ai reçu une éducation, à mon avis, une éducation de qualité, de la part de mes parents, mais également de la part de ces encadreurs religieux, notamment les religieuses
de la mission Saint-Hilaire de Franceville et les religieuses de la mission Notre-Dame de la Salette à Kulamoto. Qu'est-ce qui m'a amené finalement à réaliser cet établissement Berthe et Jean? C'est parce qu'en 1990, la réinstauration du multipartisme a été finalement suivie par quelques mouvements. Vous savez, démocratie signifie pour certains ce que nous savons, que je n'ai pas besoin de décrire. Et mon premier fils, j'étais obligée, puisqu'il était au lycée d'application, ça s'appelait ainsi. Ce lycée est devenu aujourd'hui le lycée Mandela, en face de l'université Omar Bongo. Ils avaient beaucoup de mal à suivre des enseignements, parce qu'à l'université, les grèves avaient commencé avec tout ce que cela comporte comme mouvement, et sur la route. J'ai dû, dès janvier 1991, donc le faire partir de là, en classe de 5e, pour aller l'inscrire dans un établissement privé à l'internat en France. Je me suis séparée ainsi de mon premier fils. Il n'avait pas 13 ans. J'ai dû encore me séparer de mon second fils, qui a pris aussi la route, aller dans un internat également en Europe. Et mon troisième enfant aussi. Ma petite fille est partie tellement jeune. J'avais besoin de mes enfants, de les voir grandir, de les encadrer, de leur donner peut-être un peu de l'éducation que j'ai reçue. Je n'ai pas pu le faire. Ils sont partis, ils ont grandi là-bas, ils ont eu leur bac là-bas, ils sont allés faire leurs études supérieures dans d'autres pays. Il n'y a que l'aîné qui est rentré, les deux autres sont là-bas, à l'extérieur. Ça m'a fait beaucoup mal. J'en ai souffert et je me suis dit, si je pouvais réaliser à Libreville un cadre d'enseignement, une institution scolaire, un établissement scolaire avec tous les niveaux de formation, du primaire, en passant par le secondaire, jusqu'au supérieur, les parents auront peut-être cette chance d'avoir leurs enfants pas très loin, les recevoir au moins tous les 15 jours chez eux. Et comme ça, ces enfants bénéficieront toujours de la chaleur familiale, tout en se prenant aussi en charge, parce que l'avantage d'être un peu éloigné des parents au quotidien, c'est d'apprendre à se prendre en charge et à vivre en société. Voilà ce qui m'a en fait amené à me décider à réaliser ces infrastructures, parce qu'il fallait une structure qui répond aux normes internationales. Il ne fallait pas construire 4 murs sans justement que le projet d'établissement, le projet pédagogique, les contraintes de ces deux éléments puissent être respectées. Et l'organisme qui m'a encore soutenu et conforté dans cette voie, c'est la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Lorsque je leur en parle, les représentants ou le responsable de cette banque, qui était à l'époque le président de la banque, était Anissé Dolokele. Monsieur le président de la BEDAC va me dire, on peut financer votre projet, mais à condition que ça soit un projet de développement. Un projet de développement répond à un certain nombre de caractéristiques. Et c'est la raison pour laquelle, là-bas, vous ne trouverez pas seulement 4 murs, vous avez tout un complexe avec tout ce que cela comporte comme, disons, infrastructure, salle de classe, mais laboratoire, plateau sportif complet, des espaces pour l'agriculture, vous avez des petits étangs là-bas. Voilà, vraiment un complexe. C'est cela que la BEDAC estimait comme étant un projet de développement. Et
c'est ainsi qu'ils ont accepté de m'accompagner, naturellement avec d'autres banques. Une banque nationale, il fallait absolument, c'était l'une des conditions, qu'une banque nationale s'engage également pour participer au risque, mais également d'autres banques internationales parce que tous les équipements, j'ai dû les faire venir, les importer. Je suis président, donc haut magistrat, depuis 1979. Je suis haut magistrat. Je suis président d'une juridiction depuis 1983. Et je voudrais aussi vous dire qu'en dehors de ces charges sur le plan national, j'ai d'autres engagements sur le plan international, à l'UNESCO, où j'occupais quand même le poste de premier vice-président du Comité international de bioéthique, et bien d'autres. Eu égard à mon statut de haute personnalité du Gabon, il faut dire que les banques ont dit « Ah, c'est vrai, vous allez réaliser l'école, mais vous savez, nous n'avons aucune garantie que ces fonds vont être réellement engagés dans la construction des infrastructures. Non seulement nous allons vous suivre donc régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par mois, des experts de la BDAC viendront pour regarder l'évolution du chantier, mais en plus, nous allons prendre une garantie sur un de vos biens. » Et c'est ce qui fut fait. Qu'est-ce qu'ils ont hypothéqué? Ben, ma maison. Ben oui, ma maison. Et parce que pour eux, l'établissement étant construit en dehors de Libreville, à 22 km de Libreville, même si la banque prend l'hypothèque sur l'établissement, mais la valeur à l'époque, ce n'est plus comme aujourd'hui. Vous savez que là-bas, j'ai dû faire la route, financer justement l'adduction d'eau et les branchements d'électricité à peu près 1 kilomètre de lieu où l'établissement est construit. Donc la valeur n'était pas pour eux suffisante. Il fallait que mon bien aussi soit hypothéqué jusqu'à ce que la banque soit totalement remboursée. L'autre projet, c'est donc ce monument qui est sorti de terre et qui laisse entrevoir quelque chose de solide, quelque chose de pensé, de réfléchi. Et on sait, vous avez vous-même fait les premières maquettes, madame. Tout à fait. Moi, je suis une personnalité qui est beaucoup plus technocrate que politique ou administrative. Moi, j'aime toucher du doigt tout ce que je fais. Et quand je commence, j'aime aller jusqu'au bout de ce que je fais. Et j'aime bien vérifier ce qui est fait sous mon autorité, sous mon contrôle. Mais je voudrais aussi vous dire que je suis quelque part un bâtisseur. Je n'ai pas peur de la pluie, ni du soleil, ni de l'escalier. Je pense que tous les techniciens qui sont ici savent très bien que depuis le début de ce chantier, dans la boue, en haut, en bas, j'ai toujours été à leur côté. Tout ce que vous trouvez ici, j'ai touché du doigt la faïence, le carreau d'escalier, je peux vous en parler en détail, tout comme les colonnes et les décorations ici, en fait, je les conçois avec la participation de ces PC ou techniciens qui sont. Les enfants projets sommaires ont été réalisés par moi-même. J'ai conçu ce bâtiment. N'étant pas architecte, j'ai dû par la suite passer justement mes croquis aux architectes professionnels sud-africains qui ont maintenant finalisé l'étude. Oui, à ce sujet, je voudrais vous dire que je n'ai pas eu beaucoup de chance d'arriver à la tête d'une institution déjà assise. Dès que j'ai terminé mes études universitaires, j'ai été nommé président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, celle-ci n'ayant jamais fonctionné.
Elle n'existait pas, elle n'existait que sur du papier, en dépit de la nomination à sa tête de 2 hautes personnalités qui n'ont pas su traduire dans les faits, dans la pratique, cette institution. Donc, lorsque je suis nommée, j'ai dû me battre pour rendre cette institution opérationnelle, recruter, former des magistrats, parce que en plus de cela, j'étais enseignant à l'Institut de l'économie et des finances et à l'université. J'ai donc eu la possibilité de choisir les meilleurs de toutes les promotions et les emmener justement à intégrer la magistrature, mais pour servir dans l'ordre financier. Je n'ai donc pas eu cette chance. Il fallait à l'époque aussi en même temps chercher un local pour abriter les services de la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui n'avait pas de locaux. Quand je suis nommé membre de la Cour constitutionnelle et élu par mes pairs président de la Cour, là aussi il fallait que je me batte. En même temps que nous sommes nommés, il fallait que je construise l'institution, bâtir l'institution. Bâtir d'abord l'institution, trouver des locaux pour installer l'institution, mais des locaux provisoires. Donc on s'est retrouvé dans cette bâtisse anciennement occupée par une banque. Et comme vous le savez, cette structure n'était pas du tout adaptée aux missions d'une juridiction constitutionnelle ou tout simplement d'une juridiction. Il y avait un espace au rez-de-chaussée qui servait de guichet pour les clients qui venaient, puisque c'était une banque, et quelques bureaux à l'étage, ce qui ne répondait pas du tout aux besoins de la juridiction. Premier écueil. Deuxième écueil, c'est que la structure étant bâtie sur un lit de rivière, je crois que ceux qui l'avaient construite n'avaient pas du tout, en tout cas, tenu compte de cet aléa naturel. Et les murs, tout le temps, se fendillaient, y compris les baies vitrées. Vous arrivez le matin, vous avez les baies vitrées qui sont tombées dans votre bureau. Voilà. Les techniciens des travaux publics avaient été donc appelés, et ce sont les techniciens qui vont justement, dans leur rapport, inviter l'administration à démolir cette bâtisse-là. Nous venons donc, nous trouvons provisoirement des locaux, et c'est là où nous sommes ici, là aussi achetés par l'État, ces locaux aussi. Il fallait, une fois on a créé l'institution sur le plan juridictionnel, on a fait asseoir l'institution sur le plan national et international. Parce que je voudrais là aussi vous dire que la Cour du Gabon, elle est bien connue sur le plan international. Et son expérience a fait école. Oui. Il fallait maintenant, pour moi, faire asseoir l'institution aussi dans ses locaux. Et d'où donc l'idée de construire un bâtiment adapté aux besoins de la Cour constitutionnelle, avec l'aide, ou plutôt le soutien total des autorités de notre pays. Nous avons donc entrepris ces travaux, mais que nous suivons personnellement, je les suis ces travaux, mais dans les détails. Une institution, ce n'est pas tout simplement son fonctionnement au quotidien à travers les décisions. Elles sont nombreuses, mais c'est également son siège. On doit pouvoir rendre visible l'institution à travers son siège. Mais madame, ce que vous nous expliquez là, on nous aidera plus tard à lever l'équivoque selon laquelle cette maison ou cette bâtisse serait la vôtre. Oui. Là, vous êtes en train de nous expliquer que c'est l'État gabonais qui construit, même si c'est à travers votre engagement. Oui, en fait, on doit faire la distinction entre le siège provisoire ici, qui, même si j'ai eu à participer à sa construction, mais ce siège a été racheté, donc c'est le bien de l'État
gabonais, le siège provisoire. Quant au siège en construction, donc le siège tout court de la Cour constitutionnelle en construction, ben, c'est un projet de l'État gabonais. Les crédits sont ceux de l'État gabonais, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas la maison de mes parents. Ce siège-là fait partie intégrante du patrimoine de l'État gabonais. Sauf que les gens ont eu justement à relever que Mme Boronzo construit un siège à sa dimension. Non, je ne construis pas un siège à ma dimension, je n'ai aucune dimension. Je suis un fonctionnaire, un magistrat, comme tout autre magistrat, mais je pense que lorsque un budget est mis à votre disposition pour réaliser une mission de service public, vous devez réaliser l'objet pour lequel ce budget a été inscrit. Et c'est ce que je fais en suivant les entreprises qui interviennent là-bas, en veillant à ce qu'on ne me demande pas 1000 francs pour venir poser là-bas du matériel de 100 francs CFA. Ça, je ne l'accepte pas. C'est ce qui explique par ailleurs votre présence sur le chantier. Tout à fait. Tout à fait. Depuis le commencement, depuis les fondations, je suis aux côtés de ces entreprises régulièrement. Je fais des observations, des recommandations. Je les invite même à corriger, que ce soit les murs, que ce soit les poteaux, que ce soit les plafonds. Je suis là et je corrige. Quand j'estime que ce n'est pas ce qui a été prévu, avec naturellement le concours du contrôleur qui est le bureau Veritas, je les amène à reprendre tout ce qui ne va pas. Donc ce siège sera livré conformément à ce qui a été prévu au départ. Et ça coûtera exactement ce qui a été prévu. Je ne saurais terminer cette interview, madame, sans parler de la femme que vous êtes. Une femme très belle, une femme coquette. Vous avez le temps de faire tout cela malgré tout l'emploi du temps que vous nous avez énoncé? Oui, je suis une femme. Hein, je ne suis pas un homme avec petit H. Je suis une femme. Je suis une mère. Je suis une sœur. Je suis une tante. Je suis, disons, la petite, si je me retrouve face au grand, je suis la petite sœur, je suis la petite maman, mais je suis, à partir de cet instant, je n'ai pas à dire qu'il faut que je porte la tenue d'un homme avec petit H, parce qu'un homme avec grand H, j'y suis moi aussi, homme, au sens d'être humain. Et de grandeur. Et de grandeur. Je suis une femme dans tous les sens, mais alors du terme. Donc je dois aussi, tout en accomplissant les missions que le Seigneur a bien voulu me confier, c'est le cas de le dire, parce que je n'ai jamais demandé à devenir président de la Cour constitutionnelle, ni membre même de la Cour constitutionnelle, je n'en voulais pas du tout au sortir de la conférence nationale. Je voulais bien rester dans la chambre des comptes de la Cour suprême pour encadrer plusieurs magistrats. Je me suis retrouvée ici parce que le Seigneur a voulu que je m'y retrouve. Donc je reviens pour dire que tout en accomplissant ces missions d'ordre public, je me dois toujours d'affirmer mon statut de femme. Donc je suis là tout le temps aux côtés de mes enfants, de mes petits-enfants, puisque j'en ai aussi, de mes nombreux enfants, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai des centaines. Il y a des enfants biologiques, mais j'ai des centaines d'enfants de toute nationalité, de toute ethnie. Hein. J'ai des enfants Fang, des enfants Obamba, des enfants Bapounou, des enfants... oui, j'ai des centaines d'enfants et j'en suis fière, surtout quand ils réussissent.
dans ce qu'ils choisissent librement de faire, ce sont les conseils que je leur donne. Que vous soyez juge, que vous soyez infirmier, que vous soyez cultivateur, que vous soyez journaliste, que vous soyez... C'est la même rigueur. Je leur donne toujours, prodigue toujours les mêmes conseils. Et je les considère, en tout cas ma porte est toujours ouverte, je les reçois tout le temps. J'encourage les jeunes et aller toujours de l'avant. Et les jeunes filles particulièrement, je leur demande toujours de ne pas... C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est malade. Moi aussi, mon premier enfant, je l'ai eu à la fin de la première année de droit. J'ai accouché 48 heures avant les examens de juin. Et à la clinique, j'avais mes cours dans le berceau. Je révisais. Le lundi, j'ai accouché le vendredi. Le lundi, c'était justement le début des épreuves à l'université Omar Bongo Ondimba. Je quittais la clinique le dimanche soir. Et le lundi matin, tous mes collègues de première année de droit étaient surpris de voir que finalement ma robe était maintenant plus restreinte. Et j'ai passé mes examens et je suis passée en deuxième année de droit, je n'ai pas repris de classe. Donc, être enceinte n'est pas une maladie. C'est un état tout à fait naturel. Et Dieu nous a pourvu, justement, la femme, de ces capacités de pouvoir être en santé, tout en étant enceinte. Donc, c'est comme ça. Et les deux autres, j'étais déjà soit président de la Chambre des comptes, soit président de la Cour constitutionnelle. Et ça ne m'a pas du tout empêché de aussi bien accomplir ou assurer mes charges de juge, mais également mes charges d'enseignant d'université, l'Institut de l'économie et des finances, l'université Omar Bongo Ondimba, donc les facultés, mais également les capacités en droit. Voilà. Et puis mes charges internationales. Les leçons, c'est au téléphone que je fais répéter les leçons à ma petite. C'était au téléphone. Bon, là maintenant, elle est en train elle est au niveau universitaire. Mais c'était au téléphone. Suivre une crise de paludisme ou d'otite, je connaissais tous les petits médicaments. C'était au téléphone. Voilà. Donc, je suis une femme tout à fait comme toute autre femme. Les secrets d'une réussite, en 3 mots. D'abord, croire en Dieu. Parce que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Donc, quand vous lui parlez, vous vous adressez à lui avec sincérité. Il vous oriente, il vous guide, il vous fortifie et naturellement, il vous amène au point où vous voulez aller, si telle est sa volonté. L'autre, ce qui est encore nécessaire aussi, c'est la discipline dans sa vie. La discipline. On ne peut rien faire dans le désordre. Chacun doit pouvoir tracer ses priorités et savoir que à tel moment, c'est telle chose que je dois pouvoir faire. Enfin, aimer les autres. Aimer les autres. Ça aussi, on ne peut pas réussir sans l'écoute de l'autre, sans comprendre les autres, sans avoir besoin des autres. Avoir besoin des autres, parce qu'on ne connaît pas tout. On a besoin de toujours partager avec l'autre. Et cela vous permet
de connaître vos limites et en même temps de les combler. Je vous remercie. Merci d'être passé nous voir et surtout de mettre en exergue le côté, le petit côté privé de Mboranso Marie-Madeleine, qui n'est qu'un être comme tout autre. Africani, un rendez-vous avec Denise Bukandou. Ce numéro spécial d'Africami est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro à la même heure sur la même chaîne. À très bientôt. Manyungile Solia